Bonsoir, je m'appelle Caroline Giordana, donc je suis neurologue au CHU de Nice et responsable du centre expert Parkinson et de l'unité des pathologies du mouvement. Donc ça, c'est un peu pour reprendre l'introduction, toutes les indications qu'on peut imaginer. Quand on est en neurologie, tiens, il est où le... Il faut le rallumer peut-être, non? Si. Quand on regarde les indications donc, en neurologie, on voit finalement qu'il y a un chevauchement avec d'autres spécialités, puisqu'il y a donc certaines indications, comme par exemple le blépharospasme, qui est à la fois injecté par les neurologues, à la fois par les ophtalmologues. Il y a en pédiatrie l'utilisation chez l'enfant avec le pied équin, hein, qui est fait par des équipes en général multidisciplinaires avec les médecines de physique et rééducation, les neurologues. Donc c'est souvent quelque chose qui se fait donc, par plusieurs personnes. Également, il y a un lien avec les urologues, puisque finalement, c'est souvent pour la vessie neurologique qu'on va proposer la toxine botulique. Quand on regarde en neurologie, donc l'AMM, vous l'avez déjà vu, elle est en particulier pour le spasme de l'hémiphase, pour le torticolis spasmodique, pour la spasticité qui est souvent donc injectée par les médecins rééducateurs, les MPR. Vous avez certaines indications aussi que j'ai mis en grisé, puisque c'est des utilisations que nous faisons couramment avec des très bons résultats, mais qui ne sont pas toujours dans l'AMM. Donc ça, c'est important à comprendre que les utilisations sont fréquemment hors AMM, avec pourtant un bon niveau de preuve et des bons résultats. Vu que je ne peux pas traiter tout ça, là, aujourd'hui, en 10-15 minutes, je me suis focalisée sur les dystonies focales qui sont donc traitées par les neurologues. Avant d'aller sur les différentes indications neurologiques, juste un mot sur la technique d'injection. Donc, logiquement, on va injecter en intramusculaire, ce qui est vrai pour les injections dans les membres, pour la spasticité ou la dystonie, ce qui est vrai aussi pour les dystonies cervicales. Quand on est au niveau des muscles de la face, on est dans le cadre de muscles sous-cutanés qui sont dans le tissu sous-cutané, et donc du coup on va faire des injections sous-cutanées. Quand on est dans les injections intramusculaires, on peut parfois s'aider de techniques de repérage. Il y a deux grandes techniques de repérage. La première technique étant l'échographie, qui est de plus en plus utilisée. La deuxième technique de repérage est l'électrophysiologie, avec deux techniques, soit la technique, donc ce que vous voyez ici en bas, hein, de détection, c'est-à-dire on a une aiguille d'électromyogramme, donc c'est une aiguille qui est à la fois électrode, donc qui relie à la machine d'électromyogramme, qui permet donc de faire un enregistrement, comme on le voit ici sur cette vidéo, si j'arrive à la faire partir. Ah, le son ne marche plus, tout à l'heure il marchait. Donc on a ici donc, sur l'écran l'image de l'électromyogramme et on peut être sûr d'être dans le muscle spastique. Il y a une deuxième technique de repérage, c'est en électrostimulation. Ça va être utile par exemple pour l'avant-bras, où il y a plein de muscles, des dizaines de muscles qui sont très très proches l'un de l'autre. On va piquer dans l'aiguille, faire une petite stimulation électrique et par exemple si on veut injecter les fléchisseurs des doigts, hein, si on reproduit donc la flexion des bras, on peut être sûr d'être dans le bon muscle et on va faire l'injection. Alors, quelques mots sur les dystonies que je voulais traiter dans ce topo. Donc, qu'est-ce que c'est les dystonies? Donc, premièrement, c'est un symptôme, la dystonie. La définition étant que c'est... la dystonie est suite à des contractions involontaires d'un groupe musculaire, hein, qui est répété ou constante. Ça va être à l'origine soit d'une posture anormale ou soit de mouvements répétés, toujours dans le même axe. Donc, la meilleure indication étant les dystonies qui sont mobiles, qui ne sont pas fixées. Parce que quand il y a une dystonie fixée, responsable, elle va être facilement responsable de déformations ostéo-articulaires qu'on ne peut pas rattraper juste en levant l'hypertonie du muscle. Quand on parle de dystonie, on parle aussi d'un groupe de maladies, donc les dystonies, une dystonie qui peut être idiopathique ou symptomatique dans le cadre d'une autre maladie, et les dystonies qui peuvent être focales ou qui peuvent être généralisées. Généralisées, c'est le cas par exemple dans certaines maladies génétiques ou aussi chez l'enfant IMC, on peut avoir des dystonies généralisées.
et focale. C'est ici, dans ces dystonies focales, qu'on va avoir l'utilisation de la toxine botulique. Donc la dystonie focale peut à peu près toucher tous les muscles. On va s'occuper de la dystonie périoculaire, qui est le blépharospasme, qui peut être associé à une dystonie oromandibulaire. À ce moment-là, on appelle ça un syndrome de Meige, quand ça touche tout le visage. La dystonie laryngée va être injectée par les ORL. Nous, on va s'occuper de la dystonie cervicale et également des dystonies des membres, en particulier des dystonies de fonction. Donc ici, c'est un patient qui a un syndrome de Meige. Dans la première partie de la vidéo, il y a le sang maintenant. Vous voyez surtout le côté blépharospasme avec donc des mouvements, des contractions soutenues du muscle orbiculaire des yeux. On voit un tout petit peu aussi les mouvements dystoniques de la partie basse, mais c'est une vidéo qui était plutôt quand le symptôme avait commencé et plus tard dans l'évolution, la maladie, elle s'est plus répandue vers la partie basse du visage. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez donc le mouvement dystonique de la partie basse du visage, donc oromandibulaire. On voit des petits mouvements comme ça déjà, donc quand il essaye de parler. Et après, de temps en temps, il y a des gros spasmes musculaires, là par exemple. Donc ça, c'est totalement involontaire, ce type de mouvement. Alors, le blépharospasme, donc les dystonies des orbiculaires des yeux, en général bilatérales, qui touchent l'adulte mûr, donc après 50 ans en général, plus de femmes que d'hommes. Il y a plusieurs formes, il y a des formes plus cloniques où il y a un fort clignement très fréquent. Il y a des formes plus toniques où les yeux sont serrés. Il y a une forme de la partie prétarsale, plus proximale, où les patients ont une sorte de difficulté pour ouvrir les yeux. Ça peut être aggravé par la lumière, la télé. Ça peut être responsable quasiment d'une cécité fonctionnelle. Il y a des patients où c'est tellement sévère qu'ils ne peuvent plus regarder la télé du tout parce que les yeux se ferment dès qu'ils sont exposés à la télévision. Donc c'est extrêmement handicapant. Dans les larges majorités des cas, c'est idiopathique, probablement sur des liens, sur un nid génétique, sans qu'on connaisse exactement les gènes impliqués. Il y a aussi des formes secondaires, dans certaines maladies neurodégénératives par exemple. C'est une très bonne indication pour la toxine botulique avec d'excellents résultats, un très bon niveau de preuve. Beaucoup d'études avec beaucoup de recul. Donc nous dans le service, pas moi, mais mes prédécesseurs injectent certains patients viennent depuis 25 ans avec des schémas d'injection qui ne changent pas dans le temps. Donc il n'y a pas de phénomène de tolérance. Et donc avec en général relativement peu d'effets secondaires. Donc les effets secondaires, la toxine, la destruction de la synapse, du complexe va être irréversible, mais il va y avoir une nouvelle fabrication, donc c'est-à-dire l'effet est irréversible sur un temps, mais réversible dans le temps. C'est-à-dire que tous les effets secondaires qu'on peut avoir peuvent persister pendant plusieurs semaines, mais récupèrent toujours. Au niveau des yeux, ça va être par exemple une sécheresse des yeux, si la fermeture n'est plus complète. Ça peut être au contraire un larmoiement, ça peut être parfois un problème de ptosis, si la toxine elle diffuse sur le muscle relevaire de la paupière, qui peut être très gênant. Différents points d'injection qu'on peut utiliser pour arriver à un résultat, comme par exemple chez cette patiente-là, qui a cette forme prétarsale. Donc là, elle ferme volontairement les yeux et là, elle essaye de les ouvrir. Et une fois quand elle a fait cette fermeture forcée, elle ne peut plus les ouvrir. Donc elle a vraiment des difficultés pour les ouvrir. Ce n'est pas la même chose que vous avez vu tout à l'heure avec ce... Et là, c'est après injection. Donc on voit qu'il y a un petit retard, mais elle arrive à les ouvrir. On voit aussi qu'elle ne ferme plus de façon aussi forte. Maintenant, on a vraiment affaibli le muscle, mais avec un excellent résultat pour cette patiente-là. La deuxième indication où on est bien dans l'AMM, c'est le torticolis spasmodique, donc la dystonie cervicale, qui est encore plus courante que le blépharospasme, qui touche l'adulte un peu plus jeune en général, donc ça commence vers les 30-40 ans, avec là des formes également plutôt toniques avec vraiment des postures anormales, mais aussi des formes tremblantes avec des tremblements, myocloniques, phasiques, donc il y a différentes formes.
En fonction, ce qui va être très important quand on veut définir le schéma d'injection, c'est d'analyser le mouvement, puisque ça peut être le torticolis à proprement parler, donc une rotation de la tête, mais ça peut aussi être une inclinaison de la tête, ça peut être la tête qui est décalée en arrière, en avant, et on va comme ça analyser si c'est plutôt la tête, plutôt le cou, et définir c'est un torticaput, un rétrocolis, donc on va essayer de définir comme ça quels sont théoriquement les muscles impliqués. Ce qui est important, parce que dans les muscles cervicales, il y a 46 muscles qui peuvent être impliqués, donc c'est très important de choisir le bon muscle. Pour définir déjà qu'il s'agit bien d'une dystonie cervicale, on va vérifier s'il existe un geste antagoniste. Ce monsieur, par exemple, le fait de toucher le menton va restaurer la position normale. C'est ce qu'on voit aussi chez cette patiente-là, qui a donc, elle, quand on analyse le mouvement, un torticaput et avec un latérocolis de l'autre côté. Donc elle tourne la tête vers la droite et elle penche la tête vers la gauche. Quand elle allait fermer les yeux, donc elle va... Donc là, vous avez vu, elle a touché le menton. Donc elle va le refaire. Et le fait de toucher le menton ou de toucher derrière, là, ça va restaurer la position normale. Ça, c'est un patient qui a un shift de la tête. Vous voyez que la tête, elle est décalée sur le côté. Et en même temps, il y a la rotation et l'inclinaison. Après l'injection, vous voyez que ce n'est pas parfait. Il y a toujours le shift. Par contre, il n'y a plus la forte composante de rotation qui le gênait le plus. Donc, avec un schéma, je pense, 5 muscles qui sont injectés chez ce patient-là, qui peut quand même maintenant plus garder la tête dans l'axe. C'est le traitement de première indication. Le toxine botulique, c'est le traitement de première intention dans la dystonie cervicale, mais avec des résultats qui sont un tout petit peu moindres que dans les blépharospasmes, avec un peu plus d'échecs et donc des patients qui peuvent parfois quitter les injections à cause des effets secondaires indésirables. Donc parfois, il peut y avoir une sensation de lourdeur de la tête, habituellement réversible, mais ce qui peut être plus gênant, c'est une dysphagie avec fausse route qui peut être dramatique. Donc en général, on ne va pas de suite utiliser les doses maximales. Mais il y a quand même globalement de bons résultats et des patients qui sont satisfaits et qui poursuivent les injections. Ici, c'est juste pour montrer la technique avec le contrôle de l'électromyogramme. Donc ici, on est sur le scléronclédomastoïdien. Et vous entendez le petit bruit, je ne sais pas si vous avez le son. Donc là, elle ne l'active plus. À nouveau, vous entendez le bruit de l'électromyogramme quand elle active le muscle. Donc là, on peut être sûr. Et là, on est dans le trapèze qui d'emblée a cette activité. Et du coup, on va pouvoir injecter. On voit aussi sur l'écran ici donc, les contractions dystoniques. La dernière partie sur les dystonies de fonction qui touche là encore l'adulte encore plus jeune. Ça commence souvent vers les 20-30 ans. C'est des dystonies souvent au niveau des membres qui sont dans un contexte de surutilisation avec une pratique intense et sélective. Ça se voit beaucoup chez les personnes qui écrivent beaucoup. À ce moment-là, on appelle ça la crampe de l'écrivain, avec donc une dystonie qui n'est absolument pas présente au repos ni à l'action, mais qui vient électivement au moment de l'écriture. Il y a également les dystonies chez les musiciens, ce qu'on appelle la crampe du musicien. Chez le pianiste, par exemple, quand il répète pendant des heures, au bout d'un moment, il commence à faire le piano et il y a des mouvements anormaux des doigts, de la main. Chez les personnes qui font des instruments avant, il y a la dystonie de l'embouchure également. Donc ça, c'est des indications également de toxines qui sont très très bonnes, mais qui sont hors AMM. Ce qui n'est pas facile quand on analyse le mouvement dystonique, là par exemple chez cette femme, c'est de savoir quels sont les muscles vraiment dystoniques et quels sont les muscles qui se contractent pour essayer de compenser. Et on utilise un phénomène là chez cet homme aussi qu'on appelle la dystonie en miroir. Donc là c'est difficile, on voit qu'il ne tient pas le stylo normalement, on voit que c'est tout crispé. On va lui faire écrire de l'autre main qui n'est pas dystonique, la main gauche elle n'est pas dystonique. Et pendant ce temps, on regarde ce qui se passe sur l'autre main. Et là, du coup, on va voir quels sont les mouvements finalement dystoniques et ça va guider l'injection. C'est finalement les fléchisseurs des doigts et du poignet qu'il va falloir injecter chez ce patient-là. Les injections dans la toxine botulique dans ces dystonies de fonction sont beaucoup plus délicates parce que les faiblesses qu'on induit
sont beaucoup moins tolérés par les patients. Hein. Donc on a tellement besoin de la motricité fine des doigts que dès qu'on déclenche une petite faiblesse, les patients sont très gênés. Et du coup, même s'il y a des bons résultats, donc vous voyez, effet positif chez 80% dans certaines études, il y a beaucoup de patients qui abandonnent parce qu'ils sont trop gênés par les effets secondaires des injections. Dans ces injections, là, le repérage par électrostimulation ou échographie ou électromyogramme est très important pour être sûr d'être dans le bon muscle. Et on va commencer toujours avec des faibles doses. Donc en conclusion, la toxine botulique est vraiment le traitement de premier choix dans les dystonies focales, mais on n'est pas toujours dans l'AMM. On le fait quand même et ça fonctionne bien. En général, c'est quand même bien toléré. Les patients poursuivent le traitement pendant des décennies, donc avec un rythme qui, selon les indications, varie entre 3 et 6 mois, tous les 3 et 6 mois. Voilà, je vous remercie.